Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes sur Equinox Télévision. Je vous souhaite la bienvenue sur 237, le débat. À qui parle le Burkina Faso, le mouvement populaire qui a conduit au renversement de Blaise Compaoré. Est-il aujourd'hui un cas d'école? Peut-il inspirer, en dehors de la revendication du pouvoir politique, tout engagement citoyen pour le bien-être social, notamment au Cameroun? Que peuvent la classe politique et la société civile camerounaise? Le débat, c'est avec des acteurs de la scène politique camerounaise, autres universitaires et acteurs de la société civile. Je vous présente les invités dans un très court instant. Merci de nous retrouver sur le plateau de 237, le débat sur Equinox Télévision. Cette semaine, la question du Burkina Faso reste préoccupante, et pour en parler, des acteurs de la scène politique camerounaise et autres universitaires, nous avons Georges Tepemanga. Bonsoir. Bonsoir M. Mahob, bonsoir aux autres invités. Félicitations, une fois n'est pas coutume, à votre dynamique équipe technique sans laquelle nos voix ne peuvent pas être portées. Merci pour le travail qu'elle fait. Au nom de toute cette équipe, merci. Vous êtes acteur de la scène politique camerounaise. Bonsoir aux téléspectateurs. Voilà. Vous êtes militant du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir, qui fête ses 32 ans de pouvoir. Alors, le bilan est essentiellement positif, ou alors dans le parcours, il y a des écueils qui commandent à ce que ce bilan soit aujourd'hui mitigé? Oh, ben, le bilan, globalement, on peut dire qu'il est positif, même s'il y a des choses à revoir. Évidemment, il faut adopter la posture d'humilité qui nous amène à constater qu'il y a des choses, certainement, qui auraient pu être faites, d'autres qui auraient pu être bien faites. Mais il faut toujours faire la balance entre ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Mais je crois que dans l'ensemble, si nous sommes ici, nous nous exprimons librement, c'est aussi parce que et ça, c'est positif. Allez, qu'allez-vous créditer ce discours? Bonsoir. Mais on l'entend depuis 32 ans, vous voyez. Et justement, si on est ici, ce n'est pas parce que le bilan est positif, justement, c'est parce qu'il est négatif. Et je vous rappelle quand même que pour qu'on puisse s'exprimer ainsi, ce n'est pas par la magnanimité du président du RDPC, bien au contraire. Il a mis des militants en prison, les a traduits devant le tribunal militaire. C'est l'occasion de le rappeler pour qu'on puisse avoir la possibilité de s'exprimer aujourd'hui. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'on a allé chercher la magnanimité du chef de l'État pour qu'on puisse s'exprimer. La liberté politique s'arrache, elle ne se donne pas. Alors, nous allons le voir certainement au cours de ce débat. Anissa Ikane est cadre du Malidem, qui est le mouvement pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Mouvement africain. Mouvement africain plutôt pour la nouvelle indépendance et la démocratie. C'est un parti politique de l'opposition au Cameroun. Marie-Louise Etekio-Tabela, bonsoir. Bonsoir Mao. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Vous êtes une femme politique, spécialiste en sciences politiques. Oui, c'est ça, PhD en sciences politiques. PhD en sciences politiques. Et un universitaire, un autre universitaire sur le plateau de 237, le débat sur Equinox Télévision cette semaine, le docteur Mamoudou. Bonsoir. Bonsoir Mao. Vous êtes historien et enseignant d'université. C'est bien ça. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Madame, monsieur, je vous invite pour planter le décor à ajouter quelques éléments sur le Burkina Faso, une collecte qui a été faite et une diffusion de l'équipe technique de 237 au débat sur Equinox Télévision. Je vous retrouve juste après ces éléments. Le calme est revenu dans les rues de Ouagadougou. Les commerces et les écoles ont rouvert et la circulation a repris avec son habituel balai de mobylettes. Le lieutenant-colonel Zida, le nouvel homme fort du Burkina Faso, lui continue ses consultations avec les forces politiques burkinabées, mais aussi avec les représentants de la communauté internationale. Et il l'a répété aux diplomates qu'il a rencontrés ce lundi, la transition se fera dans un cadre constitutionnel et sera dirigée par une personnalité consensuelle. Il fallait aussi les rassurer, de dire que nous ne sommes pas là pour usurper et nous asseoir et gérer le pouvoir d'État. Nous sommes là pour aider à sortir le pays dans une situation où il s'est retrouvé par la force des choses. Plusieurs pays se sont effectivement inquiétés de cette prise de pouvoir de facto par l'armée. Cette nouvelle déclaration du lieutenant-colonel Zida laisse donc penser qu'un civil et non plus un militaire pourrait prendre la tête de la transition.
C'est précisément ce que demandent l'opposition, la société civile et une grande partie de la population. Tous refusent que le pouvoir soit confisqué par l'armée. Et ils l'ont fait savoir dimanche. Place de la Nation, devenu le lieu emblématique du mouvement de contestation à Ouagadougou, mais aussi devant le siège de la radio-télévision nationale où la situation a dégénéré, un homme a été tué. Reste maintenant à savoir qui au sein de l'opposition pourrait prendre la tête de la transition. Pour l'instant, les leaders politiques burkinabés peinent à montrer le visage d'une opposition organisée, capable d'assurer la transition sans l'armée. C'est un passage obligé pour le nouvel homme fort du pays. Le colonel Zida a fait le déplacement chez le roi des Mossi. Une ethnie qui regroupe plus de la moitié de la population du Burkina Faso. Depuis des siècles, le Moro Naba est un personnage très respecté. Si vous travaillez pour le peuple et suivez son opinion, alors vous allez instaurer la paix. On va travailler pour que le pays reste en paix. C'est ce que tout le monde désire. Chef traditionnel, mais aussi autorité politique, le Moro Naba est sans cesse consulté. Il est de toutes les négociations. Son ministre de la guerre, un de ses proches, était député du parti de Blaise Compaoré. J'ai démissionné le 14 janvier et en écrivant bien sûr au chef de l'État, qui du reste est un ami, pour lui dire que la situation n'est pas du tout intéressante. Aller loin, ça risque d'être le chaos. C'est le mur, comme lui-même il aime de le dire. Et malheureusement, il n'a pas écouté, il est allé au mur. Depuis la démission de Blaise Compaoré, de nombreuses figures politiques sont venues ici. Opposition et société civile, presque toutes ont défilé. Leurs discussions avec le Moro Naba sont restées secrètes. Le roi des Mossi est bien un homme incontournable. Voilà, le débat c'est sur 237, le débat sur Equinox Télévision. Je vous propose d'évoluer de manière progressive. Dans un premier temps, vous allez réagir sur la préoccupante situation du Burkina Faso avec le rôle et l'implication avouée de la France. Ensuite, apprécier le mouvement populaire qui a conduit à la déchéance de Blaise Compaoré pour en enfin évaluer les leçons et la portée face à l'engagement politique et citoyen au Cameroun. Il faut noter que la transition au Burkina Faso pourrait durer 1 an selon le président ghanéen qui a fait le déplacement de Ouagadougou avec d'autres homologues africains. Il a fait cette déclaration ce jour. Maintenant, la question fondamentale, c'est qui va assurer cette transition? C'est l'épineuse question. Nous allons certainement y revenir. Anissé Ikané, que peut traduire cette sortie de François Hollande, le président français, qui a avoué que la France a aidé à exfiltrer Compaoré pour la Côte d'Ivoire? Bon, il a avoué, c'était évident. Il y a une base militaire française au Burkina. Forcément, elle a suivi les événements, elle a protégé l'assassin, elle a permis à ce que l'assassin fuit. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est grâce à Compaoré que la France s'est installée avec son faire-valoir Ouattara en Côte d'Ivoire. C'est la France qui a aidé Compaoré à assassiner Sankara. Donc c'est normal qu'elle protège son bras armé. Que Hollande le dise ou ne le dise pas, peut-être il parle à ceux qui sont sourds. Mais ceux qui écoutent, qui suivent la situation en Afrique, savent bien le rôle que la France continue à jouer dans ses néocolonies. Donc moi je ne trouve pas ça comme un aveu, c'était... Oui. Moi, je voudrais d'abord redire bonsoir aux téléspectateurs, parce que c'est pas souvent que je suis invitée sur les plateaux de télévision ces derniers temps. Donc, pour dire que, bon, peut-être que l'avantage... Ce n'est pas une plainte. Non, c'est pas une plainte, c'est juste pour dire que je crois que tout a déjà été dit sur ce qui concerne notre pays et notre vie politique en ce qui nous concerne. Donc c'est pour dire que bon, c'est une bonne chose si on m'invite à des occasions quand se posent des problèmes aussi graves, non seulement pour le peuple burkinabé, mais peut-être pour les autres peuples d'Afrique. Donc si la question qui se pose, c'est de savoir quel rôle la France a joué dans ce soulèvement au burkinabé, je crois que le travail
des forces politiques au Cameroun, les forces qui se posent à notre régime politique, à ce régime politique qu'on nous a imposé depuis des années. Et le travail de ces forces politiques, ça a toujours été d'essayer d'amener une conscience claire aux Camerounais pour qu'ils sachent exactement comment fonctionnent nos pays. Donc il ne faut pas faire comme si nous sommes surpris que quand il y a un soulèvement populaire dans un pays africain, la France s'implique à tort ou à travers. Vous avez vu quand le problème s'est posé, par exemple, en Tunisie, la première réaction d'une madame ministre des Forces armées, ça a été de dire il faut qu'on aille, qu'on intervienne en Tunisie pour aller leur apprendre à rester tranquille. C'est qu'est-ce qui s'est passé au Mali. Donc, moi, je ne veux même pas évoquer la situation du Cameroun, le combat que le Cameroun a mené. On a un gros livre qui est sorti là-dessus pour dire une guerre cachée aux origines de la France-Afrique. Combien de Camerounais ont été assassinés par la France? On a même parlé de génocide à propos du Cameroun. Donc, quand nous essayons de dire que nous faisons partie d'un peuple qui est comme tous les peuples du monde, aspire à vivre en paix, nous ne faisons pas la guerre au peuple français. Nous voulons dénoncer le rôle que les gouvernements successifs de la France jouent pour maintenir les régimes politiques qui écrasent régulièrement leur peuple. Donc quand nous disons ça, on dit que nous sommes contre la France. Le mot qui circule actuellement, c'est que nous sommes anti-F, parce qu'ils ne veulent même plus dire que nous taxer d'être contre les Français. Ils disent oui, on est anti-F. Donc moi je répète ici pour dire que nous sommes les représentants d'un peuple et des peuples muselés depuis plus de 50 ans. Et que les forces d'opposition, c'est le travail politique que nous faisons. De voir que chaque fois que le peuple décide de signer l'Indien, parce que c'est comme ça qu'il faut appeler ça, parce que quand un peuple descend dans la rue, ce n'est pas sur les mots d'ordre de Marie-Louise Eteki ou d'Anissé Ekane. Même ça, on ne nous permet même pas de le faire. Donc quand le peuple décide qu'aujourd'hui, il faut en finir, ça ne veut pas dire que nous sommes contre la France. Ça veut simplement dire que nous voulons renégocier, revoir nos relations et nos rapports avec la France. Pas moins avec la France qu'avec la Chine ou les Américains. Vous avez reçu un nouveau représentant des Américains ici il y a quelques jours. Vous avez vu son discours. Donc nous sommes là pour dire que nous sommes pour la paix, mais il faut savoir que pour nos peuples, la paix n'a jamais signifié... Voilà. Ben, écoutez, Monsieur Mahon, je pense que les Africains que nous sommes, en l'occurrence les Camerounais, aimeraient avoir un épanouissement complet dans ce monde du XXIe siècle. La France est un pays partenaire au nôtre. Je pense que les relations que nous avons, le Cameroun a avec ce pays, à un moment donné, doivent certainement, à l'aune de l'évolution du temps, être, j'allais dire, examinées, parce que les Africains, les Camerounais, pour rester au Cameroun, ont parfois l'impression qu'il y a certaines injustices. Et au fort de ce constat, il est important que lorsqu'on est partenaire, qu'on essaie de voir ce qui a fonctionné et ce qui ne marche pas. C'est important. Mais en même temps, je crains simplement que lorsqu'on a été esclave et qu'on a été libéré, qu'il reste encore des stigmates de l'esclavage. Qu'on ne puisse pas s'émanciper de manière absolue. Parce qu'il faut déjà commencer par chasser un certain nombre de choses dans les esprits, ou dans l'esprit et dans les têtes, pour ne pas voir la France partout. Je ne suis pas en train de minorer le rôle qu'elle pourrait, la France, jouer ici. Mais si. Calmez-vous. Vous dites une chose et vous affirmez le contraire. Non, je suis équilibré. C'est ça. Non, monsieur Ekane, ce ne sont pas des oukases où le fait de, attendez, ce ne sont pas des oukases où le fait de penser qu'on va peut-être flatter les masses populaires, qu'on serait mieux compris. Il est important que lorsqu'on vient sur un plateau, qu'on essaye au maximum d'être équilibré. Absolument. Regardez, le monde est très équilibré. Oh, ben attendez. Regardez ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et le tort, n'est-ce pas, que l'on vous attribue souvent, c'est que... L'on mis pour
Je vous en prie, pas c'est pour qu'on d'insinuation. comprenne Long. long. Pour nous indéfini, mis pour personne. M'a-t-on appris à l'école primaire. Vous soutenez qu'il est impossible, après avoir été colonisé, de s'émanciper de manière absolue. Oui, alors pour répondre à cela, commencez déjà par cadrer M. Ekane, parce qu'on n'est pas dans une cour de récréation. Donc je pense que c'est important. Je disais que dans un partenariat, il faut regarder ce qui marche, ce qui ne marche pas. C'est important. Nous, on cherche à être équilibré. Il ne faut pas simplement faire montre ou mettre en relief un seul côté au détriment de l'autre. Il faut regarder les deux côtés. C'est important. Donc, pour embrayer, je disais qu'il ne faut pas non plus penser que, enfin, voir la France un peu partout. Hein. Le combat qui doit être mené par les Africains, en l'occurrence par les Camerounais, il doit rester totalement camerounais. Voilà dans un premier temps ce que je peux dire. Docteur Mamoudou. Merci Mao. Au risque de verser dans les digressions, je préfère qu'on recadre dans le débat en répondant à la question que vous avez posée. Les déclarations de François Hollande, cela m'inspire, le commentaire que cela m'inspire, c'est que je dirais tout simplement que le président français est plutôt rattrapé par les réalités têtues de la France-Afrique. Il vous souvient qu'il avait très bien dit que sous son mandat, qu'il devait tout mettre, tout acter pour que la France-Afrique meure, permettez-moi l'expression. Et on se rend compte à travers ces déclarations, et très certainement par rapport aux agissements de la France-Afrique a encore des beaux jours devant elle. Ce qu'il faut déplorer, c'est que en même temps, les Occidentaux réclament qu'il y ait de la démocratie en Afrique. En même temps, ce sont ces Occidentaux qui soutiennent certains dictateurs, certains satrapes, qui ont quand même pillé, qui ont torturé et maltraité leur peuple. Donc le fait que la France reconnaisse qu'elle a œuvré pour que M. Compaoré soit exfiltré vers la Côte d'Ivoire, et doit tout simplement être perçu ici comme une manœuvre de la France-Afrique, et que vous le savez très bien, le Burkina Faso est une pièce essentielle dans le dispositif géopolitique de la France en Afrique, et également dans le dispositif militaire de Barkhane, dans la lutte contre le terrorisme en Afrique, et dans le Sahel plus précisément. Est-ce que cet aveu du président français compromet aujourd'hui l'image et la considération qu'on a apportée en tout début au mouvement populaire qui a conduit à la déchéance de Blaise Compaoré? Non, moi je pense que le mérite, on n'a pas volé le mérite du peuple burkinabé. Parce que vous savez, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso est un précédent. C'est la première fois qu'en Afrique, un chef de l'État est chassé par la rue parce qu'il a tenté de modifier la Constitution. Vous savez très bien que depuis une dizaine d'années, cela est devenu une norme en Afrique. Le tout premier à avoir modifié la Constitution pour rester au pouvoir, c'est le président mauritanien, Ould Taya. Et après 8 pays, dont 8 chefs de l'État ont embrayé, l'ont suivi dans cette manière de faire. Donc, ce qui s'est passé au Burkina Faso doit être plutôt considéré comme un acte, un nouveau chapitre dans l'histoire politique de l'Afrique. Et que là, ça me permet tout simplement de dire qu'à travers ce qui s'est passé là-bas au Burkina Faso, il faut tout simplement dire que les sociétés civiles en Afrique, et plus précisément également la jeunesse, va de moins en moins accepter que les constitutions soient modifiées, trafiquées pour que des satrapes s'éternisent au pouvoir. Est-ce que vous croyez en même temps que le peuple burkinabé est descendu dans la rue de manière délibérée? Parce que vous vous souvenez quand même que François Hollande, lors de son escale au Canada, où il a fait cette déclaration, il a par ailleurs dit, il a avoué avoir fait des correspondances à Blaise Compaoré de ne pas modifier la constitution de son pays. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en droit de croire qu'il s'est agi d'une machination, d'une orchestration qui a abouti justement à la déchéance de Blaise Compaoré? Oui, moi je pense que là, effectivement, il faut donc voir des facteurs endogènes et des facteurs exogènes. Mais ce qu'il faut tout simplement dire, c'est qu'on a vu venir quand même ce scénario, même comme Paris n'a pas les clés, les ressorts de ce qui s'est passé au Burkina Faso. Vous savez, depuis un certain temps, les hommes politiques, l'opposition plus précisément au Burkina Faso, a clairement dit à M. Compaoré qu'il n'est pas question de modifier la Constitution. Et que de fil à aiguille, cette opposition a réussi quand même à sensibiliser, à moraliser la population, qui également
a su quand même revendiquer, dire trop que c'est trop. Alors, il peut avoir... Je suis d'accord avec vous que le président français a adressé une correspondance au président Compaoré pour lui demander de ne plus modifier la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. Et également, les États-Unis également avaient clairement dit cela à tous les chefs d'État qui seraient tentés de modifier la Constitution. Donc, mais à mon sens, le mérite premier ici, c'est celui de la rue, de la population, du peuple burkinabé, qui a réussi donc à se mobiliser et à barrer la route à Compaoré. Marie-Louise Ntékou-Tabila. Oui, vraiment, je veux juste, pour en finir déjà avec le rôle de la France, dire que je crois que ce qui caractérise les Africains, c'est que nous avons un rapport aux autres qui n'est pas tout à fait le même que les Occidentaux. Nous disons que pour que j'existe, il faut que l'autre existe. Les Occidentaux disent, pour que j'existe, il faut que je tue l'autre. Donc ça fait quand même des siècles que ces gens tuent les gens en Afrique. Je ne vais pas revenir sur tous ces épisodes. Avec la complicité des Africains. Quels Africains, Mao, prenez une population comme la nôtre. Disons que nous sommes 20-25 millions d'habitants. Combien de Camerounais sur ces 25 millions d'habitants sont complices des massacres qui ont été perpétués dans notre pays? Combien? Donc moi, je veux dire que pourquoi est-ce qu'on pense chaque fois que quand il faut qu'on sache comment fonctionne un pays. Nous ne sommes pas là dans une jungle que chacun se lève et fait ce qu'il veut. On a des gens que nous avons combattus et on a perdu la guerre. Ils ont gagné, ils nous ont colonisés et ils n'entendent pas que cette colonisation cesse. Et pour ça, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à massacrer, à tuer des gens, à faire des génocides. Et de temps en temps, d'autres qui ont une conscience claire de cette confrontation essayent d'amener les gens à dire on ne va quand même pas subir cette domination, cet esclavage, comme le peuple indéfiniment, comme le peuple burkinabé. Qui s'est opposé. Donc, qui s'est opposé. Est-ce que les autres pays d'Afrique n'ont pas le même peuple? Non, mais vous dites, moi j'ai entendu, j'ai vu dans vos presses ce matin, quelqu'un a même dit la situation du Cameroun n'est pas comparable à la situation du Burkina. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, vous avez dit que je suis spécialiste en sciences politiques. J'ai défendu une thèse pour montrer que les régimes du précaré français, puisqu'il s'agit de ceux-là en particulier, sont des régimes, ce n'est même pas des dictatures. Parce que dans une dictature, on reconnaît qu'il y a des opposants de temps en temps. Mais dans les régimes comme les nôtres, ils disent il n'y a rien en face. Comment vous pouvez prendre 1 millier de personnes et vous dites que les millions des autres personnes, c'est rien? Et vous pensez que ça va continuer comme ça? Ce n'est pas possible. Donc, de temps en temps, et les gens, nous travaillons, les oppositions au Burkina. Combien de personnes savaient que la veuve de Sankara existe toujours? Mais elle a travaillé. C'est peut-être une de ses contributions si ce peuple est descendu dans la rue. Alors on a l'habitude de faire comme si un mouvement populaire n'est pas une génération spontanée. Et j'espère qu'on va revenir sur la question de la société civile. Parce qu'il faut que nous sachions de quoi il s'agit quand les Camerounais et les Africains parlent de la question de la société civile, juste pour dévaloriser l'action politique des gens qui s'opposent à un régime politique qu'on nous impose. Quel est donc le crédit que vous, de votre discours, quel est le crédit que vous accordez au mouvement populaire burkinabé qui a abouti quand même à la déchéance de Blaise Compaoré? Mais c'est ça, nous travaillons pour ça, pour que le peuple refuse. Parce que vous savez, Madame Eteki a beau écrire des livres, Anissé a beau prendre des positions, ce n'est pas ni Anissé ni Madame Eteki tout seuls qui vont descendre dans la rue. Quand nous essayons, nous sommes une centaine, 1 millier, ils nous tirent dessus. Donc quand le peuple signe l'Indien, ça veut dire que notre combat est suffisamment mûr pour que le peuple dise là, ça ne passe plus. Revenons par exemple sur la question de revoir la Constitution. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre pays? C'est exactement la même situation. La Constitution a été remaniée pour permettre à M. Biya de rester au pouvoir à vie. Donc nous, l'opposition, nous continuons à travailler pour dire que
ça ne se passe pas bien. Il faut que les Camerounais décident un jour, comme le peuple burkina, de signer l'Indien. Dans tous les cas, ce n'est pas un appel à l'insurrection. Ce n'est pas. Est-ce que nous appelons à l'insurrection? Nous n'appelons pas à l'insurrection. Nous appelons à une conscience claire de ce qui se passe dans notre pays, de comment notre pays fonctionne, comment il est géré, et des gens qui dominent notre pays. Anissa Ekane. Monsieur Mao, vous n'allez pas nous empêcher de parler de l'insurrection. Hein. Le peuple a la possibilité de s'organiser comme il veut pour se libérer. Non, vraiment, c'est cette pression, vous incitez à la révolte. Mais ceux qui incitent à la révolte, c'est ceux qui pillent nos richesses. Je voulais revenir sur l'attitude de la France avant. Vous savez, les Occidentaux ont des intérêts en Afrique. Et ils ne tiennent pas du tout à ce que ces intérêts soient mis en cause. Donc, ils prennent des attitudes qui peuvent apparaître comme aller dans le sens des intérêts des Africains. Pas du tout. Hollande, Obama et compagnie savent bien que s'ils poussent le bouchon trop loin, leurs intérêts seront mis en jeu, seront remis en question en Afrique, parce que les peuples africains n'accepteront pas indéfiniment que le leadership de leur richesse appartienne à des bandits qu'on a mis en place ailleurs en Afrique. C'est ça le problème. Donc, Hollande comprend bien, a compris que Comparé et les autres ne vont plus, dans le contexte actuel, favoriser le maintien de la domination française de façon interminable. Donc, il prend des dispositions. Il s'arrange à cacher l'assassin, à le faire sortir, mais la base militaire française est encore au Burkina. Alors, quand M. Ntepé dit qu'il faut être équilibré avec une base militaire dans son pays, on dit non, les relations doivent être équilibrées. Il n'y a pas d'équilibre entre le bourreau et l'opprimé. Il n'y a pas d'équilibre entre le maître et l'esclave. Il n'y a pas d'équilibre. Il y a une bataille féroce. Et l'esclave qui ne se libère pas, on ne peut avoir aucune considération pour les gens qui veulent un travail équilibré. Monsieur Maroc, on va dire la même chose au Cameroun quand le peuple va se libérer, que la France ou les États-Unis ont manipulé les Camerounais. Les conditions objectives, je l'ai dit tantôt hier, ce n'est pas nous qui les fabriquons. C'est le travail de ceux qui pillent et qui dirigent mal nos pays africains. C'est eux qui incitent à la révolte. C'est la pauvreté, la précarité, la misère, le chômage, les maladies endémiques comme le choléra qui créent les conditions de la révolte. C'est la même chose au Burkina, c'est ce qu'il y a au Cameroun. Donc n'allez pas dire qu'il y a une manipulation de l'extérieur. La pauvreté, si la pauvreté est une manipulation, tant mieux. Si le chômage est une manipulation pour amener les Camerounais, les Africains à se révolter, tant mieux. Mais c'est la conscience que ça ne peut plus marcher comme ça marchait avant qui amène des Camerounais, des Burkinabés, des Gabonais à sortir un jour. Le déclencheur de cette révolte peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Pas nécessairement la modification de la Constitution. Et quand monsieur disait tout à l'heure, excuse-moi, mais monsieur de la société civile, bon, moi je ne sais pas trop ce que c'est. Il est universitaire, c'est un historien, enseignant d'université. Oui, bon, je préfère ça, parce que la société civile, c'est une nébuleuse quand on ne veut pas dire de quel bord politique on est. Donc, moi je dis, monsieur a dit que les Occidentaux réclament la démocratie. Mais c'est une aberration d'entendre ça. Les peuples, les oppositions, les politiques africains se battent pour la démocratie. Et on nous la refuse depuis 50 ans. Hein? On nous a dit développez-vous d'abord, en sachant pertinemment que nous n'aurons pas les conditions de nous développer. De quelle façon se bat-on pour la démocratie s'il faut prendre le côté de l'opposition au Cameroun? Est-ce que c'est la démocratie des enveloppes? Non, mais monsieur, ça c'est une insulte. Une grosse insulte. Ça c'est une insulte. Arrêtez de poser les problèmes de façon aussi artificielle et si superficielle. Ce n'est pas comme ça. Qui a des enveloppes au Cameroun? Ce sont des observations pertinentes dans tous les cas. Ah non, pas du tout. Permettez-moi d'abord quand même que le débat évolue. Avant Georges Tepemanga. Je vais d'abord rectifier. C'est Madame Été qui a certainement très mal compris. Elle me prête ce que je n'ai pas dit. J'ai dit ceci et que cela doit être compris clairement. Que ce qui s'est passé
au Burkina Faso et à mettre à l'actif du peuple burkinabé qui s'est élevé pour dire non à l'oppression et que je n'ai jamais dit que les Occidentaux se battaient pour instaurer la démocratie en Afrique. J'ai tout simplement dit que Hollande a adressé une correspondance. Et c'est un fait, sauf si vous allez régner cela. Il lui a adressé une correspondance pour lui demander de ne pas modifier la Constitution. Mais ce qui me gêne dans ces débats, c'est de vouloir à tout prix essayer de recentrer le débat sur le Cameroun. On parle du Burkina Faso. D'accord, sur les leçons, on peut parler du Cameroun et autres. Mais répondons aux questions d'abord, que c'est lui qui dirige le débat. Pourquoi à tout prix vouloir, à tout prix et à tous les prix, recentrer le débat sur le Cameroun? C'est là où vraiment je ne suis pas... Avant vous, Alice Kane, Georges Tepemanga. Non, je pense que je vais maintenir ce que je disais en amont. En fait, le Cameroun, enfin, pour parler du Cameroun, hein, mais je vois qu'on parle du Burkina. Le Cameroun, comme le Burkina, sont des pays qui ont des relations avec la France. Et je pense que lorsqu'on a des relations, ceci doit être vu à l'aune d'un partenariat. Et dans un partenariat, il faut que les intérêts soient mutuellement respectés. Voyez. Et le problème justement qui se pose, c'est tout simplement que les Africains constatent que leurs intérêts ne sont pas toujours respectés. Monsieur le président Kane disait tout à l'heure que la France a des intérêts et n'entend pas laisser ses intérêts. Il est important que les intérêts de la France soient respectés, tout comme il est important que les intérêts des Camerounais soient respectés. Mais là où... Coloniaux. Non, attendez. Je crois que nous disons différemment la même chose. Moi, je m'inscris dans le cadre du droit. Vous comprenez? Monsieur. Laissez-moi finir. S'il vous plaît. Laissez-moi finir. Mais non, mais... Il est important que... La démontre mal en patience, vous aurez la parole va il est important que les intérêts des uns et des autres soient respectés. Je l'ai dit. Maintenant, le problème qui se pose, et c'est là où la France a un problème, déjà d'image au Cameroun. Aujourd'hui, au XXIe siècle, en Afrique en général, on ne peut pas, avec la démonopolisation, n'est-ce pas, des ondes, Internet, etc., hein, rester figé dans les mêmes schémas qu'avant. Lorsque vous voyez, par exemple, un diplomate français et un diplomate anglais, vous voyez qu'au niveau de la pratique, ou du moins au niveau de la manière, n'est-ce pas, de procéder, il y a une différence. C'est qu'il faut que les Français sortent un peu de leur camisole, essayent de comprendre, chercher à comprendre les reproches qui leur sont faits et qu'ils puissent rectifier le tir. C'est important. Moi, j'insiste à dire que... Non, c'est important. Il est important que nous restions dans le cadre du droit, que les intérêts des uns et des autres soient respectés. Sauf que c'est là où il y a problème. Ceux des Camerounais, des Burkinabés, des Africains ne sont pas toujours respectés. Et c'est là où il y a donc problème. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Oui, non, mais je suis sûr, monsieur Ntepé. Est-ce que les relations entre les peuples sont régies par des lois? C'est des rapports de force. Est-ce que c'est la loi qui a permis que la France colonise, brutalise, martyrise, tue, assassine les Camerounais? C'est la loi? On refuse la démocratie. Mais est-ce que c'est la loi? Vous dites que c'est dans le... Il n'y a pas de cadre de la loi. C'est un rapport de force. Lorsque vous dites que les intérêts de la France doivent être protégés et respectés, les intérêts de la France, c'est les multinationales françaises. C'est les empires coloniaux qui dominent en Afrique. Et ces intérêts sont antagoniques à ceux du peuple camerounais. Comment faire? Il n'y a pas d'équilibre. C'est une bataille féroce. Nous avons notre pays, nos richesses, et des étrangers, une poignée d'étrangers, de multinationales viennent les piller, et on parle d'équilibre. C'est une lutte à mort. Je pèse mes mots. C'est une lutte à mort. Les peuples se libèrent dans le sang. Il n'y a pas un exemple dans l'histoire de l'humanité où les peuples se sont libérés en dehors d'une lutte à mort qui a donné des morts, des dizaines, des milliers, et l'Afrique a déjà payé pour cela. Et va continuer à payer jusqu'à ce qu'elle se libère. Il n'y a pas d'équilibre dans ce genre de rapport. Oui, et même quand nous parlons, s'il faut parler des intérêts, personne n'a dit ici que la France n'a pas d'intérêt à défendre. Seulement ce que moi je disais tout à l'heure, quand j'ai dit que quelqu'un ne peut pas venir chez vous, vous prendre tout et penser que vous n'allez éternellement le laisser prendre tout si de temps en temps vous avez quelques miettes qui laissent à l'équipe qui a mis en place pour que la situation reste en l'état depuis 50 ans. Donc nous devons penser que c'est normal que la France vienne et nous prenne tout
et que nous n'en avons pas d'intérêt. De quels intérêts vous parlez? Les seules entreprises stratégiques, les seules décisions de souveraineté qu'il y a à prendre dans un pays, nous n'avons personne qui peut les prendre au nom du peuple camerounais. Vous avez vu, vous voulez que je vous cite les exemples? Chaque fois, on nous a dit le FMI. On n'ira pas au FMI. Le président national a été jusqu'à la tribune de l'Assemblée nationale. Parce que nous tous, nous savons ce que ça veut dire quand le FMI débarque dans un pays. Nous avons vu en Occident, les pays occidentaux ont refusé. Ils sont allés dans la rue faire des manifestations. Et le jour où nous avons vu notre président aller à la tribune de l'Assemblée nationale dire « Le Cameroun ne fera pas appel au FMI ». Mais une semaine après, monsieur NTP, le FMI était là, à dicter les lois, à saboter, à saborder toutes les tentatives de fonctionnement que nous avons essayé de mettre en place pour dire que quand même, laisser quelques miettes aux Camerounais. Donc vous parlez de quels intérêts? Quand nous disons que les élections, par exemple, dans un pays comme Traoré a dû les organiser X fois et que c'est organisé X fois chez nous, les intérêts n'ont aucun sens. Les élections n'ont aucun sens. Qu'est-ce que nous disons? On nous dit, oh, on ne peut pas réviser ni les listes électorales, ni refaire les choses. Une semaine après, le président va en France. Une semaine après, de la France, on nous dit qu'on va réviser les listes des horaires. Donc, ça veut dire que nous avons des États qui n'ont aucune souveraineté. Ça veut dire qu'ils n'ont aucun moyen de défendre, de prendre des décisions qui vont dans l'intérêt du Cameroun et des peuples camerounais. Donc, c'est ça que nous disons que nous, les hommes politiques, qui sont pour une alternative à ces régimes politiques, nous travaillons depuis pratiquement 50 ans aussi, pour dire qu'il faut que nous amenions nos peuples. Les Camerounais ont essayé plusieurs fois dans les années 50. Ils se sont fait massacrer. Et les leaders et l'opposition, on a tout détruit. On a repris ce travail pendant des années. Jusque dans les années 90, le peuple camerounais est redescendu dans la rue en disant « trop c'est trop ». Qu'est-ce qui s'est passé? On leur a dit la conférence nationale souveraine sans objet. Et pourtant, on a tiré dessus. Les gens sont morts. Donc, il ne faut pas continuer. Mao, vraiment, moi, c'est la dernière fois que je viens ici parce que le discours qui consiste à dire que tout va bien, il faut l'équilibre. L'équilibre de quoi? Vous voulez parler de quel équilibre, monsieur Tepi? De quel équilibre vous voulez parler? Vous savez que combien gagnent les Camerounais actuellement? Leur salaire à quelle valeur? Je vous en prie. Il faut être sérieux. Évoluons de manière progressive. Il faut que quand vous nous aimez, il faut que... Je vous en prie, pas de leçons à recevoir de vous sur le plateau, je vous en prie. Permettez-nous de poursuivre le débat, je vous en prie. Marie-Louise Eteke-Otabela, merci de comprendre. Docteur Mamoudou, est-ce que pour autant, on l'a évoqué tout à l'heure, la situation de Burkina, la situation de... Monsieur me regarde avec des gros yeux. Je vous en prie, Marie-Louise Eteke-Otabela. Ne voyez pas très mal à l'aise parce que j'aimerais un rapport parler d'un sujet. Moi, ça fait 50 ans que les Camerounais sont mal à l'aise. Donc que vous le soyez, ça prouve que vous nous rejoignez. Vraiment, je suis alors, très mais mal à si l'aise, les Camerounais sont mal à l'aise depuis 50 ans et que la situation ne change pas, interrogez vos méthodes de travail et vos méthodes de combat. Docteur Mamoudou, la situation est grave. S'il vous plaît, Marie-Louise, vous prenez votre mal en patience. Nous sommes dans un débat, vous aurez la parole. Il y a un peu de retenue et de civilité quand même qu'il faudra respecter. Je suis désolé quand même que vous vous comportez de la sorte. Mais c'est parce que vous êtes venu faire un show ici. Mais non, mais c'est pas un show, monsieur. Vous me regardez avec des gros yeux. Je vous en prie, c'est pas pour me faire peur. Franchement, il faudrait qu'on évolue, qu'on puisse trouver des réponses aux questions que nous sommes posées dans le débat. Docteur Mamoudou, vous avez la parole. Il y a un problème de fond qui se pose. Soit on est venu parler d'un sujet clair et qu'il y a un modérateur qui dirige le débat, ou alors c'est un prétexte pour certains pour venir se défouler par rapport au problème politique du Cameroun. Vraiment, je suis désolé, il faudrait quand même... Vous êtes mal à l'aise quand on parle du Cameroun? Non, non, de faire des digressions. Des digressions? Oui, c'est ça qui me met mal à l'aise. Je ne sais pas si on se comprend. Non. Non, voilà. Docteur Mamoudou, est-ce que la situation du Burkina Faso est transposable, notamment au Cameroun, ou alors dans d'autres pays où on a eu quelques velléités de modification de la Constitution pour s'éterniser au pouvoir? Voilà, est-ce que c'est une question de longévité au pouvoir, ou alors c'est une question de gouvernance? Très bien. Et il faut donc laisser au modérateur de poser des séances de questions avant peut-être de prendre le prétexte pour parler du Cameroun. J'ai dit clairement, on est à la croisée des chemins. L'ère est révolue où, aujourd'hui en Afrique, des chefs d'État
puisse modifier la Constitution, puisse bâillonner impunément les populations sans que cela ne suscite des réactions. Et avec toutes les évolutions que nous avons connues, et je maintiens, je le redis une fois de plus, l'opposition politique, la société civile, et au sein de cette société civile, la jeunesse africaine acceptera de moins en moins que les constitutions soient révisées, que des chefs d'État font tout pour rester ad vitam aeternam au pouvoir. Et je pense donc qu'il ne faudrait pas seulement se focaliser sur le Cameroun, partout en Afrique. Et vous suivez très bien mon regard, il y a 4 pays aujourd'hui qui sont soupçonnés de velléité de vouloir également modifier la Constitution. Il y en a 8 qui l'ont déjà fait, avec plus ou moins de succès. Mais je pense qu'il sera très difficile pour des chefs d'État, que j'appellerai ici des satrapes sursitaires, de pouvoir ou bien de vouloir modifier la Constitution sans que cela n'entraîne des mouvements d'humeur ou alors la population ne descend dans la rue pour dire non, ça va, nous réclamons la démocratie. Nous voulons l'état de droit. Et la deuxième chose que je vais également dire ici, c'est que l'exemple burkinabé nous montre clairement que les Africains accepteront aussi de moins en moins que l'armée puisse usurper le pouvoir, au motif, même si au motif de vouloir assurer la transition. De moins en moins, on acceptera que l'armée puisse prendre le pouvoir et se maintenir. Donc, en conclusion, ce qu'il faut dire, c'est que l'exemple burkinabé peut faire tache d'huile, même si les réalités d'un pays ne sont pas forcément celles des nôtres. Mais, sur le fond, les Africains accepteront de moins en moins la dictature et tous vont aspirer pour la liberté, la démocratie et le mieux-être. À qui parle le Burkina Faso? Non, mais je vais dire que bon, je suis d'accord avec ce que mon voisin de droite a dit, mais il ne faut pas se focaliser sur la modification de la Constitution. C'est un déclencheur. Hein. Vraiment, il ne faut pas penser que les Burkinabés ont attendu la modification de la Constitution pour être mécontents de la situation dans leur pays. C'est la modification de la Constitution au Burkinabé. Ailleurs, ça sera autre chose. Ça sera la vie chère. Ça sera l'augmentation de l'eau. Dans tous les cas, c'est une accumulation de causes. Voilà, des conditions objectives. Il faut le dire. Alors, à qui parle donc, cette situation? Cette situation, en réalité, parle de manière politique à l'ensemble de nos dirigeants, en leur disant « halte là, halte là, on est arrivé à la fin de votre cycle. » C'est de ça qu'il s'agit. Parce que tôt ou tard, comme les situations se ressemblent, comme la mainmise néocolonialiste de la France est là, colonialiste, comme dirait Marie-Louise, forcément, en termes de réaction, de survie, c'est vraiment des réactions de survie, les peuples africains vont se soulever. Il y a une porte de sortie. Personne ne veut qu'il y ait le chaos dans ce pays. Mais ceux qui en meurent, ce n'est pas ceux qui dirigent généralement. C'est ceux qu'on martyrise, qu'on assassine, etc. Personne ne veut le chaos dans notre pays. C'est pour ça que depuis des années, depuis des décennies, les portes de sortie se sont présentées à ces dirigeants. Comparé, on a eu plusieurs occasions. Nos chefs d'État ont eu plusieurs occasions de sortir au moins par la grande porte. Mais à chaque situation, c'est toujours la surenchère. C'est toujours aller jusqu'au bout, jusqu'à fuir comme un rat, comme c'était le cas de Compaoré. Peut-être que cette image-là va éveiller les endormis, va réveiller les sourds, les malentendants, les aveugles, que c'est fini cette période où les Africains vont se laisser manœuvrer par des faire-valoir que les colons ont installés depuis des années dans notre pays. C'est en cela que la situation du Burkina parle aux dirigeants. Nos peuples savent. Le Burkina n'étonne pas les Camerounais. Je vous rappelle quand même que vous parlez à un peuple qui a fait la lutte armée, qui a fait la révolution, qui a inventé les villes mortes, qui a inventé le carton rouge. Qui a changé le nom de son pays. C'est quand même extraordinaire d'imaginer donc que ça se passera au Burkina, pas au Cameroun. Quand même. Alors, ce mouvement
populaire que vous saluez vous inspire-t-il une leçon particulière en tant qu'homme politique, en tant que leader politique? Ce mouvement nous encourage à continuer le travail qu'on fait depuis des décennies, à savoir dire à notre peuple, à nos concitoyens que prenez votre destin en main. Ce n'est que par là que vous trouvez la sortie de l'oppression dans laquelle le peuple se trouve. Il faut continuer ce travail. Vous savez, les révolutions, ça ne se déclenche pas. On peut même ici dire sortez, ça ne se décrète pas. Sortez dans la rue, les Camerounais ne sortiront pas. Le jour où ils auront envie... En même temps, ce mouvement ne vous commande-t-il pas de revoir vos méthodes de travail? Vous les connaissez, nos méthodes de travail. On n'a qu'une seule méthode de travail, sensibiliser les Camerounais à prendre leur destin en main. C'est tout. Ça se résume à cela. Le reste n'est que du bavardage. Parce que quelqu'un qui a faim, dont le fils est mort de choléra, qui ne peut pas payer la pension de son enfant, qui ne peut pas se faire soigner, vous pensez qu'il faut lui expliquer pendant 50 ans que les responsables sont là? Le problème, c'est qu'on peut être fort au Maroc et ne pas avoir conscience de sa force. C'est aux hommes politiques, aux militants révolutionnaires à expliquer aux Camerounais que la force, c'est vous qui l'avez. Et chaque fois, l'histoire démontre, comme a dit Victor Hugo, que lorsque une idée arrive à son terme, il n'y a pas d'armée puissante pour empêcher. Et ce sera pareil au Cameroun, au Gabon, en Centrafrique, au Tchad, etc. Georges Tepemanga. Non, monsieur à qui parle de cette situation? Je voudrais, le premier aspect que nous développions tout à l'heure, je vais rester figé dans ce que j'ai dit. J'indiquais que les pays africains ont des relations avec d'autres pays en termes de partenariat et que dans ce cadre, il faut qu'il y ait de l'équilibre. Et justement, c'est parce que les Africains observent certaines injustices que certaines situations arrivent. Ça, je maintiens ce point. Deuxième élément, le président Ekane, ce n'est pas parce que demain, peut-être vous viendrez au pouvoir que le choléra ne va plus exister. Je crois qu'il faut avoir une posture d'humilité. Je suis très étonné d'ailleurs ce soir. Je crois d'ailleurs, je ne suis pas un donneur de leçons, mais l'homme politique, c'est quelqu'un qui doit rassembler. Même dans le discours, il doit être rassembleur. Je voudrais donc dire ceci. Les événements qui sont survenus au Burkina nous interpellent parce que c'est un pays frère, c'est un pays africain. Et nous avons beaucoup de tristesse. C'est un pays dans lequel j'ai eu à séjourner pendant 2 ou 3 semaines. Je connais un petit peu, ne serait-ce que Ouagadougou. Ces situations nous attristent énormément et nous interpellent parce que ce sont des événements qui se déroulent en terre africaine, n'est-ce pas? Et c'est un pays africain. Je pense que les différents dirigeants, naturellement, doivent chercher à comprendre les causes. Parce que parfois, lorsque la case du voisin brûle, il faut tout naturellement y apporter un seau d'eau, mais il faut s'interroger pour comprendre qu'est-ce qui en est la cause. C'est important. Mais nous devons rechercher permanemment, c'est peut-être ce qui a manqué d'ailleurs très souvent en Afrique en général, mais pour rester dans le cas du Burkina, je crois qu'on a suivi les interventions des différents hommes politiques des uns et des autres. Notamment, j'ai suivi l'ancien ministre, je crois qu'il a été ministre des Affaires étrangères, Blassé Ouedraogo, qui disait qu'il avait attiré, beaucoup l'ont dit également, l'attention du président. Et malheureusement, il n'a pas compris. Or, l'homme politique doit peut-être il peut avoir tous les défauts sauf l'autisme. Il doit beaucoup écouter. L'écoute est utile en politique, c'est important. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour rester toujours dans le cas du Burkina, honnêtement, je suis très attristé. Nous sommes tous, en tant qu'Africains, attristés par ce qui arrive, et vivement que la stabilité revienne. Vous n'êtes pas ravi que les Burkina... Non. Je vous en prie, Anissé Ekale, vous n'avez pas la parole. Mais j'ai du mal à reconnaître M. Anissé ce soir. Je ne sais pas quelle mouche l'a piqué. Il est tellement agité. Vous vous trompiez. Le Burkina. Peut-être. Le Burkina? Ah, d'accord. Et cette manière subtile et habile de vouloir toujours, comme l'a dit le docteur, l'a reconnu le docteur, de vouloir toujours transposer, même si vous avez... Est-ce que pour autant, vous avez pratiquement dans la boule de cristal, est-ce que pour autant, en fait, de leçons à tirer, la situation est-elle transposable au Cameroun en termes de mobilisation populaire
Et puis en termes d'engagement, par exemple d'engagement de la société civile, d'engagement de l'opposition camerounaise. Je n'utiliserai pas ce vocable transposable, n'est-ce pas? A contrario, je dirais autre chose. Mais avant d'en venir à ce que je veux dire, c'est que l'Afrique est unique, mais elle est diverse. C'est important. C'est très important. Je connais un peu le vocabulaire. Donc cela veut dire que face au soulèvement populaire, on ne pourrait pas observer au Cameroun le patriotisme de l'armée comme on l'a vu au Burkina Faso. Non, je vais vous répondre. Sauf à vouloir, je ne sais pas, peut-être, madame, je vous dis que l'Afrique, j'ai commencé à dire l'Afrique est unique. C'est comme ça que j'ai commencé. Peut-être que vous ne m'avez pas bien suivi. Mais elle est diverse. Je sais ce que j'ai dit. Le Burkina, c'est un pays africain, mais ce n'est pas le Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays africain, mais ce n'est pas le Burkina. Sauf si vous voulez me dire que... Ni le Gabon. Non, nous parlons du... Vous voulez aussi aller faire les mêmes choses au Gabon? Je vous en prie, Georges Tepemanga. Est-ce que, décidément, mais vous laissez aussi emporter par la diversion, la distraction? C'est que je ne le connais pas comme ça. Est-ce que vous pouvez répondre décidément à la question que je viens de vous poser? Je disais que je ne vais pas utiliser ce vocable, mais lorsque une situation se déroule comme celle du Burkina, évidemment, au Cameroun, nous devons effectivement mener une réflexion pour chercher à comprendre. Et l'homme politique, beaucoup plus, il doit rechercher les causes. Lorsqu'il y a une situation quelque part, chercher à comprendre pourquoi cette situation se pose. Donc, transposable, toi, j'ai dit que je n'utilise pas cette... Est-ce que l'expression multiple est évidente au Cameroun? Est-ce que c'est une réalité? L'expression? La liberté, les libertés publiques, est-ce qu'elles s'exercent effectivement au Cameroun? Monsieur Maroc, autant que moi, vous savez que les libertés, c'est une conquête. C'est une conquête. Et qu'il n'y a rien d'absolu. C'est-à-dire... Pas du tout dans le temps, on peut passer 100 ans à conquérir les libertés. Ce n'est pas une question de ça, même au-delà. Mais c'est qu'il faut tout le temps se remettre en cause. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi on ne l'a pas? Et là, il faut effectivement y mettre de la volonté politique. C'est important. Il y a... Ah oui, absolument. Il y a même des défaillances. Et d'ailleurs, si tout était beau, à quoi servirait qu'on fasse des améliorations? Bon. Moi, Maroc, si je peux dire un mot, je voulais juste revenir sur cette question de la société civile. Moi, je pense que le problème que nous avons au Cameroun, comme au Burkina, c'est qu'il y a un pouvoir qui monopolise l'espace public. Vous comprenez? C'est-à-dire que rien ne doit transparaître qui ne relève pas ou qui ne soit pas le discours que le régime et le parti au pouvoir tel qu'ils le veulent. Donc, il apparaît à un moment donné que, quelle que soit la manifestation du régime, c'est comme une sorte de rituel pour exhiber 25 millions de Burkinabés ou de Camerounais qui sont complètement anéantis comme des zombies. Bon, ça c'est le fait. Et tout le monde, c'est ça que Anissé appelle les conditions objectives. Il y a plusieurs mécanismes pour aboutir à ce résultat. Maintenant, là-dessus, il y a des gens qui ont une conscience suffisamment claire pour mobiliser les autres et qu'on a appelé l'opposition. Bon, chez nous, comme au Burkina, nous savons qu'il y a ce qu'on a appelé l'opposition institutionnelle, c'est-à-dire l'opposition que ces mêmes régimes se sont donnés, c'est-à-dire les gens qui étaient là et qui ont passé sur les chaises en face pour dire « nous voici donc l'opposition maintenant ». Donc ils ont les titres, l'opposant principal, l'opposant de je ne sais pas quoi. Puis il y a quand même une opposition alternative. Les gens, les organisations politiques, les partis politiques qui veulent que nous sortions de ce régime politique qui nous est imposé depuis 50 ans. Et ces gens-là, chaque fois, on fait comme si quand nous prenons la parole, c'est des digressions, c'est, je ne comprends pas, monsieur Anissé Ekane, mais c'est un combat, comme il a expliqué, pour dire que demain, quand le peuple va signer l'Indien et va aller dans la rue, ils vont commencer à chercher, comme ils le font aujourd'hui, quel leader de l'opposition peut représenter la transition? Est-ce que le peuple camerounais ou burkinabé ne connaît pas qui se bat pour défendre ses intérêts? Alors que la France, c'est pas une question de reconnaissance, c'est une question que le moment venu, le peuple sait ce qu'il y a à faire. Et il sait les véritables Camerounais qui sont pour leurs intérêts et ceux qui sont là pour leur faire des discours et faire semblant qu'ils se battent pour eux. C'est ce qui se passe au Burkina. L'armée
Partout ailleurs, on a dit que l'armée, il y a des armées républicaines, ça existe. Hein? Bon, mais les armées que nous avons chez nous, c'est des armées, prenez le cas du Cameroun, il n'y a même plus une formation de l'armée. On a formé des gens qu'on appelle les bires, qui eux ne réfléchissent pas. Dès qu'on leur dit il y a une manif dans la rue, ils vont là, ils tirent sur les gens. Est-ce qu'on peut parler d'une armée républicaine dans ce cas-là? Je n'exclus pas le fait que dans le corps de l'armée, quelqu'un comme Sankara lui-même est sorti de l'armée pour dire aujourd'hui là, ce n'est plus le Haute-Volta, c'est le pays des hommes intègres et je démarre ma révolution. Bon, nous tous, nous avons vu le film où il affronte François Mitterrand, parce que quelqu'un comme Hollande, il en aurait peut-être fait une bouchée. Mais François Mitterrand était assez digne dans son combat et assez serein pour reconnaître le jeune et le petit avec toute sa fougue. Ça ne les a pas empêchés de l'éliminer quelque temps après. Donc, nous faisons confiance à notre peuple. Nous savons que le travail que nous faisons depuis tant d'années, le moment venu, ils seront... C'est qui révolutionne ce peuple, décidément? Ce peuple, c'est les 20-25 millions de Camerounais. Et là-dedans, moi, je n'exclus pas qu'il y ait des gens dans l'armée camerounaise qui participent du peuple camerounais. Il y a des gens peut-être dans l'opposition institutionnelle qui participent du peuple camerounais. Mais nous pensons qu'il faut, à un moment donné, savoir choisir son camp. Donc, quand vous nous invitez sur un plateau comme ça, je pense que les Camerounais se rendent compte que vous avez invité 2 personnes qui sont du camp d'en face et 2 autres qui essayent de se faire entendre avec toute la difficulté que ça... J'ai peur que ce soit une insinuation. Non, madame. Georges Tepe Manga. Madame, je crois que j'ai eu à débattre déjà avec vous 1 ou 2 fois. Hein. Je pense que revenons à plus d'humilité. Non, c'est important, je vais vous dire. Calmez-vous, je vais vous dire. Je ne sais pas comment... Je suis très calme. Très agité. Vous revenez du Burkina? Bon, alors... Je vis excusez-moi, monsieur Maroui, il y a une chose en esprit avec Koulou. Madame je suis et serai toujours d'accord qu'il y ait la construction d'un dialogue entre les différents partenaires, notamment politiques. C'est important. Il faut renforcer... Déjà, il faut renforcer cela. Donc, il faut d'abord reconnaître l'opposition alternative qui a un projet politique alternatif depuis toujours. C'est pas une question de se calmer, monsieur. Non, c'est moi qui suis en train de parler quand même. Moi, je croyais qu'on m'avait donné la parole. Donc, peut-être que quand on me donne la parole, il faudrait chronométrer pour savoir combien de minutes on me donne la parole. La parole est à Georges Tepe Manga. Non, calmez-vous. Je vais vous dire. Monsieur, arrêtez de dire non, ça. Chacun a son expression. Laissez-moi m'exprimer. Chacun a sa façon de s'exprimer. D'accord. Vous n'avez pas à me dire de me calmer. Moi, je pourrais vous dire, soyez moins vautrés. Bon, donc on n'est pas là pour s'insulter. Depuis que vous exprimez, je suis resté trop courtois. Vous avez taxé le docteur Mamoudou de tout, y compris moi-même. Je suis resté calme. Mais vous n'avez pas le monopole de cette violence. Je dis seulement qu'il faut dire d'où l'on parle. Il faut que les Camerounais sachent. Et je ne peux pas vous laisser, madame, dire que l'armée camerounaise ne forme plus les gens. Je suis très choqué par ça. Vous avez dit l'armée camerounaise ne forme plus les militaires. Il y a le BIL, quand on le sort, il tue. Attention. Il y a l'armée camerounaise qui est en train de sauver des vies actuellement. Vous ne pouvez pas dire une telle connerie. Franchement. Revenez un peu sur terre et soyez un peu humble. Vous parlez. Non. Vous ne pouvez pas taxer l'armée camerounaise de ne rien faire. Quand même. En tout cas, moi, je ne dis pas qu'ils ne font rien, je dis qu'ils tuent. Habituellement, ils tuent. En 2008, ils ont tué. Ils ont tiré sur les Camerounais. Ah non, vous ne pouvez pas dire ça. Au Burkina Faso, ils ont tiré. Au Burkina, ils ont tiré sur les manifestants. Le BIR allait remettre des tables bancs aux élèves qui n'arrivaient même pas. C'est une armée républicaine. C'est une armée républicaine. Donc le BIR est une armée républicaine. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il ne faut pas dire ça. Dites-le. Mais c'est pas possible ça quand même. Donc je veux dire que... Après que les uns et les autres soient calmés. C'est pas parce qu'on vous laisse parler à haute voix. Ah bon, oui, vous me laissez parler à haute voix. Dans ce métier, j'excelle beaucoup. C'est une menace directe. Je vous en prie. C'est une menace. Pour revenir donc à ce que vous voulez dire que... On en parlait même encore de quoi? Parce que vraiment ça commence... Restez calme. Le temps de souffler de vous reprendre. Le docteur Mamoudou, vous allez reprendre. Oui, parce qu'il y a parlé de l'armée. L'armée ne fait rien. C'est pas bien. L'armée fait beaucoup de choses. Ah oui. Bon, mais merci, je ne vais pas revenir effectivement sur les insinuations de Mme Eteki. Ah oui. Je crois que j'ai une idée de
qui j'ai en face, dont je prends cela même comme un épiphénomène. Je vais tout simplement dire ceci. Au-delà de l'approche factuelle, je pense que l'analyse qu'il faudra faire de ce qui se passe au Burkina Faso, ici je voudrais convoquer l'ouvrage de Dominique Moïsi, La géopolitique des sentiments. Ça veut dire quoi? À travers ce qui s'est passé au Burkina Faso, il faut dire que la peur a changé de camp. Aujourd'hui, on se rend compte que la peur est partie du ventre du petit peuple vers le cénacle des dictatures. Ça veut dire quoi? Les chefs d'État qui veulent s'éterniser au pouvoir paniquent. Ça, ce n'est pas seulement ce qui s'est passé au Burkina Faso. Ça, c'est au niveau de l'analyse géopolitique de ce qui se passe un peu partout, dans toutes les satrapies. Donc, l'exemple burkinabé aujourd'hui prouve à souhait que la jeunesse africaine, que les peuples africains ont mûri et que désormais, c'est plutôt ceux qui vont vouloir s'éterniser au pouvoir, ceux qui vont vouloir toujours bâillonner, opprimer, qui ont peur. Et ça, c'est l'une des très grandes leçons à mettre à l'actif de ce qui s'est passé. Donc, je ne vais pas verser donc, dans des digressions, je maintiens... Vous parlez à M. Tepela? Oui. Non, je ne parle pas à M. Tepela, et à sa voisine également. Je crois que c'est elle-même qui est l'auteur de tout ce désordre. Oh là. Je crois que M. Mao, attention, au-delà des casquettes bien gérer le désordre, des uns et parce des qu'on autres, risque d'avoir à le gérer je pense bientôt. qu'il faut être courtois, humble, on ne se connaît pas, on est venu sur le plateau. La moindre des choses, c'est de respecter les gens. Vouloir attribuer le nom d'oiseaux aux uns et aux autres, je pense que ça ne vous grandit pas. Docteur Mamadou, je reste avec vous. En dehors de la revendication du pouvoir politique, est-ce que vous pensez que le contexte camerounais favorise une expression de revendication? Parce que des Camerounais décrivent les mauvaises conditions de vie tous les jours, le mal-être. Est-ce que le contexte camerounais est favorable à quelque revendication que ce soit? Bien entendu. Je ne veux pas dire que les Camerounais vivent à l'aise. Si ce serait malhonnête de dire que tout baigne au Cameroun. Les problèmes sont là. Le peuple camerounais souffre, ça tout le monde le sait. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il appartient au peuple camerounais. Là, je rejoins M. Anissé pour dire que le rôle des hommes politiques, c'est de sensibiliser, d'éduquer et d'encadrer les populations pour qu'elles revendiquent leurs droits, pour qu'elles puissent montrer que désormais on n'acceptera plus l'oppression, que les peuples, c'est le peuple, autant pour moi, qui détient la souveraineté. Et ça, c'est le rôle clé des hommes politiques. Donc, ce qui se passe au Cameroun, c'est que aucun pays en Afrique, le Cameroun compris, ne peut échapper à ce qui s'est passé au Burkina Faso si un certain nombre de conditions se trouvent remplies. Donc, ce qu'il faut tout simplement dire ici, que les hommes politiques, la société civile, chacun de son côté a un rôle clé à jouer pour que le Cameroun aspire à un mieux-être. Je suis d'accord qu'au niveau du Cameroun, aujourd'hui, on ne peut pas parler de la révision de la Constitution, parce que la Constitution a déjà été révisée. Combien de fois? La Constitution a été déjà révisée, mais d'autres problèmes peuvent survenir et une étincelle peut tout simplement entraîner une révolution. Alors, mais ce qu'il faut tout simplement dire, c'est que nous souhaitons qu'il y ait tout simplement une transition pacifique dans notre pays. On ne peut pas dire que le RDPC va éternellement rester au pouvoir et que le RDPC va dicter sa loi à tous les Camerounais. Est-ce que ce n'est pas un problème que chaque fois, face aux revendications de masse, qu'on leur oppose de la répression dure et acerbe? Est-ce que vous pouvez compter le nombre de fois que des populations sont descendues au Cameroun dans la rue depuis les 5 dernières années pour manifester un mécontentement que ce soit, sans qu'on ne mette en face des hommes qui sont suffisamment armés, alors que les populations généralement je le dis de manière claire. Opposer l'armée à des manifestants est inacceptable. Ça, il faut le dire de manière claire. La manifestation fait partie de la vitalité de la démocratie. Il appartient donc aux dirigeants ou alors à la classe politique au pouvoir de laisser librement les populations manifester. Mais il faudrait également que ceux qui convoquent ou organisent les manifestations soient plutôt des gens responsables, qu'ils puissent pouvoir encadrer la population. Mais réprimer dans le sang les manifestants non armés,
est un crime inacceptable. Ça, je le dis. Georges Tepemanga. On est content de l'entendre dire. Ça serait un crime inacceptable, d'autant plus que l'armée est l'armée du peuple. L'armée, doit être le peuple. Monsieur Tepé. Doit. Mais, je vous en mais prie, on ne peut pas dire. Je vous en prie, Marie-Louise Teke Otabela, vous n'avez pas la parole. Prenez la parole quand on vous la donne et vous la relâchez quand une autre personne la prend. C'est aussi simple, surtout lorsqu'on a le PhD. Hein? Je pense que c'est pas compliqué. Allons-y. Non, je pense qu'il y a une conception qui a régné dans notre continent pendant longtemps et que, j'insiste à le dire, aujourd'hui avec l'évolution des choses, avec, j'allais dire, le développement de la technologie, les choses... Est-ce que le régime actuel n'est-il pas frileux? Pourquoi est-ce que la revendication et le mouvement populaire ne prospèrent suffisamment? Non, il n'y a aucune frilosité. Je vous ai dit et je le redis encore une fois de plus, l'Afrique est unique, mais elle est diverse. Comparaison n'est pas raison, nous le savons tous. Non, nous sommes dans le contexte camerounais. La question s'apparente au contexte camerounais. Est-ce que vous pouvez compter le nombre de fois que des mouvements populaires de revendication, que ce soit même des meetings de partis politiques de l'opposition ou de la société civile, ont été autorisés de manière régulière au Cameroun? Monsieur Marop, il ne peut pas avoir de démocratie sans démocrate. À partir du moment où le Cameroun est un pays démocratique, effectivement, la liberté des mouvements de l'opposition doit exister sans embâche. Simplement, comme a dit le docteur, il faut que d'un autre côté, les leaders soient responsables. Encadrés, peut-être que je n'utiliserai pas son expression, mais de l'autre côté, qu'il y ait plus d'encadrement pour que les débordements qu'on peut connaître ici et là n'existent pas. Mais j'ajoute, et je l'ai même déjà dit, qu'il y avait une conception, une manière de faire, une manière de procéder, des habitudes qu'il faut changer, et il faut s'arrimer autant à la modernité. Alors la modernité appelle à quoi? La modernité, c'est tout simplement que, je donne un exemple simple, nous sommes dans un régime déclaratif. Lorsque le Manidem veut organiser une manifestation, que par exemple, avec l'administration, qu'il y ait un travail dessus, en amont, pour l'encadrement. Parce qu'en fait... Qui encadre? Ça doit être régulé par l'administration, mais en partenariat avec les partis qui veulent manifester. Vous comprenez? Donc, et là, maintenant, je vais utiliser l'expression responsable. Il faudrait que nous allions vers des pratiques démocratiques vraiment affirmées et affinées. C'est important. Donc, il ne faudrait plus que le fait qu'un parti veuille procéder à des marches, que systématiquement, qu'il y ait comme une espèce de frilosité, une agitation, comme le président. Mais il faut que ça soit travaillé conjointement pour qu'il n'y ait pas de débordement et pour que cette démocratie puisse encore plus, j'allais dire, davantage refléter sa vitalité. C'est important. Donc, il y a d'autres schémas qui peuvent exister, mais j'ai donné juste un exemple. Alors, est-ce que c'est une question de responsabilité des leaders ou alors des revendicateurs? Oui, bah alors, les téléspectateurs qui suivent M. Tepé doivent bien rigoler par rapport à la responsabilité ou à ce qui se passe lors des manifestations. Vous savez que maintenant, les sous-préfets ne répondent même plus. Vous savez, vous venez même faire une déclaration, ils refusent la déclaration. Et ensuite, ils ne répondent pas. Sauf le jour où il y a la manifestation prévue, ils ramènent la police pour la disperser. Tous les Camerounais le savent. Ce n'est pas le sous-préfet qui parle. Moi, je vous donne mon avis et je vous dis mon souhait. C'est le droit. Mais vous êtes au-dessus des nuages par rapport à la réalité concrète de notre pays. Première chose, je dois revenir sur l'armée. Vous savez, monsieur, l'armée est formée des Camerounais qui font partie des 25 millions de Camerounais de notre pays. Mais elle est formatée de telle manière qu'elle ne remplit pas son rôle d'encadrement d'armée du peuple. Mais vous me rejoignez qu'il y a des pratiques qu'il faut... Non, parce que vous dites pratique, non. Mais ceci n'est pas lié à des incidences. Je veux dire, les armées africaines sont des armées formatées pour réprimer le peuple. Pour défendre les pouvoirs en place. Et défendre les pouvoirs en place, qui sont les représentants des intérêts coloniaux et étrangers. C'est ça. Monsieur Tepé, quand on le dit, on fait pas. C'est pas de l'invention, c'est la réalité. C'est la première chose que je vais dire. La deuxième chose que je vais dire, c'est que, voyez-vous, quand on parle est-ce que le Burkina parle aux autres peuples africains, aux autres dirigeants? Demain, c'est la fête sur le Titanic.
C'est-à-dire que pendant que le peuple chasse un rat assassin, ailleurs, demain, on va danser pour 32 ans de pouvoir. Expliquez au Cameroun ce que veut dire Titanic. Titanic, c'est le bateau qui ne devait pas couler, mais qui a coulé. Ouais. Et pendant qu'il coulait, on dansait sur le pont. Au Cameroun? Non, ils connaissent. Ne faites pas comme si vous ne connaissez pas les Titanic. Demain, c'est la fête. Demain, c'est la fête sur le pont du Titanic qui est en train de couler, mais on va danser. Alors, le Titanic, pourquoi? Du fait de la longévité? Du fait qu'il va, est-ce que c'est un problème de couler? Est-ce qu'une fois de plus, c'est un problème de longévité au pouvoir ou un non, problème c'est de pas. gouvernance? Non, je vous avoue. C'est pas un problème de longévité, c'est un problème d'un pouvoir qui n'est pas un pouvoir des Camerounais. C'est un pouvoir d'importation des intérêts coloniaux et néocoloniaux. Voyez-vous, c'est ubuesque à la limite. Alors que la légitimité est sanctionnée par les élections. Tout à fait. Comme les élections de M. Comparé qui a fui comme un rat. Tout à fait. Vous voyez, c'est ubuesque et pathétique que pendant qu'au Burkina, on chasse un dictateur, on fête demain 32 ans de longévité. C'est pathétique. Il devait avoir un peu de retenue en cette période-là. De briguer son 3e mandat. Mais vous voyez, vous faites des comparaisons qui sont à la limite insultantes pour nos peuples. Parce que voyez-vous, ailleurs... Mais c'est un fait. Mais oui, Maroc, on ne peut pas comparer. Vous voyez, monsieur Maroc. C'est ça les digressions. Monsieur Maroc, vous prenez une bouteille de bière. Simplement parce que ça vous choque. Non, vous prenez une bouteille de bière, monsieur Maroc. Vous enlevez la bière, vous mettez de l'eau, c'est toujours une bouteille de bière. Mais il n'y a plus de bière. Ce qui se passe dans nos pays est exactement cela. Nous avons la bouteille de la démocratie. À l'intérieur, il y a la dictature. C'est ça la situation dans nos pays. Ailleurs, on ne parle pas de société civile, on parle du peuple. Les inventions comme la société civile sont justement là pour empêcher que le peuple ne prenne conscience qu'il doit se ranger derrière ses légitimes et représentatifs combattants de la liberté. C'est ça le problème. Et je finis. Moi, je ne suis pas gêné par le fait qu'on dise que le Cameroun, ce n'est pas le Burkina. Je ne suis pas gêné. Parce que, généralement, ce discours-là, il amène les Camerounais à se poser des questions sur pourquoi est-ce que ça se passe au Burkina, pas chez nous. Donc moi, ça ne me gêne pas. Parce qu'on est un peu plus mature. Vraiment, un dernier mot. Non, c'est pas encore fini. Je vous avoue, c'est pas encore. Sur l'armée. Je vais tout simplement dire que le temps des présidents têtus, sourds et aveugles est révolu. Je pense que M. Ntepela, pour son président. La chute de Blaise Compaoré dénote donc le décalage qu'il y a entre certains tyrans et leur peuple. Et je crois que la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est que est-ce que, avec ce qui est en train de se passer en Afrique, est-ce qu'un paradoxe peut-il s'estomper? Lequel paradoxe? On a affaire à un réel misérable face à un potentiel formidable. Alors, est-ce que les Africains pourront donc inverser la tendance pour pouvoir domestiquer, pour pouvoir reprendre le pouvoir? Parce que vous le savez autant que moi, le potentiel africain, il est énorme. Mais tout simplement, le peuple et des véritables Africains n'ont pas encore eu la chance d'arriver au pouvoir pour pouvoir manager et pour enclencher le développement de l'Afrique. On est d'accord. Bon, moi, je ne sais pas si l'arrivée au pouvoir, c'est une question de chance ou si c'est une question de combat. Nous combattons un régime politique qu'on nous impose depuis 1960. Hein. Et nous sommes en train de dire que même les semblants d'organisations qu'on a reconnues comme étant des organisations parlant au nom de ce peuple-là n'ont pas droit à la parole. Chaque fois que ces gens veulent parler, chaque fois que nous voulons manifester, appeler le peuple à dire « je ne suis pas content pour telle ou telle raison », on empêche de faire ça. Et on n'empêche pas de faire ça, comme a dit monsieur tout à l'heure, avec un encadrement administratif. Parce que nous sommes dans un régime, il faut savoir dans quel régime nous sommes. Dans un régime totalitaire, l'encadrement administratif, il est policier.
Donc toute la vie des gens comme nous est infestée par les policiers qui nous surveillent jour et nuit. Donc, quand on vient dire que pour faire une manifestation, il faut l'encadrement, moi, nous sommes des gens qui sommes légalistes, tout en contestant même la légitimité de ces institutions. Nous sommes légalistes et chaque fois que nous voulons faire une manifestation, nous prenons soin d'aller la déclarer. Mais comme disait Anissé, même le sous-préfet ne nous reçoit même pas. Nous voyons le sous-préfet et ses sbires que le jour où la manifestation a lieu. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Nos vies sont encadrées par la police et le jour où nous essayons de sortir de nos vies privées pour dire que nous voulons un minimum d'organisation pour que le peuple camerounais ne désespère pas, n'ait pas des comportements de désespoir, parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui parlent à son nom et qui défendent ses intérêts et qui sont prêts même à donner leur vie parce que c'est comme ça dans la tradition de résistance dans laquelle nous participons. Les gens sont prêts à donner leur vie pour défendre leur peuple et leurs intérêts. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que nous faisons? On nous sort les armées. Et on commence à dire que c'est des armées républicaines. Il n'y a pas d'armée républicaine, monsieur, dans un régime totalitaire. Les armées dans nos pays sont formatées pour défendre les pouvoirs en place. Que de temps en temps, il y ait des exceptions, des hommes exceptionnels qui peuvent sortir de leur rang, comme ça a été le cas au Burkina Faso. Ça laisse des traces. Mais nous, on a eu les dernières personnes qui ont été formatées ou qui ont été formées pour défendre les intérêts camerounais, les armes à la main. Le dernier a été assassiné sur la place publique à Bafoussam en 71. Donc, il faut quand même faire la différence. Quand nous venons parler ici, ce n'est pas que nous jouons, il y va de nos vies. Moi, par exemple, pour me donner un exemple, on m'a pourchassé dans la ville de Douala avec des policiers à mitraillette. Vous croyez que c'est une façon d'encadrer les gens, ça? Donc il ne faut pas que vous soyez, parce que vous êtes calme, vous êtes calme et tranquille et paisible dans vos vies parce que vous participez de la logique qui embastille et qui opprime nos peuples. Donc il faut que de temps en temps, quand on nous donne la parole, il faut que les Camerounais savent qu'ils ont des gens qui se battent et qui ont consacré leur vie à défendre leurs intérêts. Et nous nous battrons jusqu'au bout. Il n'y a pas d'armée. Moi, je pense que, comme ça s'est passé en Afrique du Nord, les Burkinabés vont refuser une transition assurée par l'armée. Parce que cette armée les a bâillonnés depuis 27 ans. Et cette armée les a tués régulièrement. Et cette armée, a tiré sur les manifestants. Elle a tiré sur les manifestants. Non. Elle a tiré sur les manifestants. Donc ce que nous voulons, et là où nous faisons une formation politique, nous disons que, moi il y a quelqu'un comme Cheikh Anta Diop qui me disait que la première fois dans son dernier discours au Cameroun public, qui a duré de 9h du soir à 3h du matin au Palais des Congrès. Il nous disait dans un débat privé que la première fois qu'il a entendu un Africain se lever pour dire « je veux l'indépendance de mon pays », c'était un Camerounais, un certain Oumyobé. Donc moi je dis, il est possible que nous libérions le peuple camerounais sans faire couler le sang. C'est à ça que nous travaillons. Aucun opposant ne dit aux gens allez dans la rue quand nous savons qu'en face, il y a les mitraillettes qui les attendent pour les décimer. Donc c'est pour ça que régulièrement on dit les opposants n'ont rien fait. Vous voulez qu'on fasse quoi? Nous on n'est pas des gens qui croyaient à des forces mystiques pour dire allez bomber le torse devant des mitraillettes en disant les balles vont pas me toucher. Donc ce que nous disons c'est que le peuple camerounais va peut-être faire la différence le jour où il décidera de se débarrasser de ce régime politique et que nous y travaillons depuis 50 ans et que ça va peut-être se faire sans trop de violence, sans qu'il y ait de morts, sans que le sang coule. En tout cas, c'est notre souhait. C'est notre souhait. Oui, Madame Mété qui excelle dans la logique très subtile de la manipulation, à vouloir susciter de l'émoi. Mais les Camerounais sont matures, ils comprennent. Ils savent très bien. Ils vont manifester demain. Calmez-vous, monsieur Kane, calmez-vous. Monsieur Kane fait de la politique comme ça se faisait dans les années antérieures, c'est-à-dire rester dans une logique, dans une ligne politique qui consiste à tout systématiquement refuser. Madame Mété qui parle d'un régime totalitaire alors qu'elle s'exprime librement
sur l'équinoxe, elle est suivie par tout le monde, elle sortira d'ici, elle rentrera chez elle, elle parle de logique de régime totalitaire. Mais bon sang, quand même. Mais monsieur, calmez-vous. Laissez-moi m'exprimer. On est venu déjà lui mais vous avez parlé, c'est moi qui ai la parole. Marie-Louise était mais c'est moi qui ai la parole, madame. Hein? Vous savez, quand j'étais petit, un de mes oncles avait un appareil qu'on appelait le magnétophone. Et je suivais beaucoup Prince Nikumbarga. Et à un moment donné, le disque sautait. Je ne comprenais pas. C'est que le disque était rayé. Et c'est exactement ça. Je vous assure. Il est totalement rayé. Changez de logiciel, là, madame. Vous ne faites pas d'émotion. Calmez-vous. Laissez-moi. Quand je parle, vous. Laissez-moi terminer, madame. Je termine, monsieur Mao. Pour dire ceci. Le Cameroun est debout. Il entend aller de l'avant. C'est un État démocratique avec des défaillances qui existent, qui méritent systématiquement et le plus rapidement à être corrigées. Les opposants qui se recruteraient, par exemple, dans la rigueur du régime répressif. Non, dans la structuration des choses. Le moyen ici a pardonné le mien, je suis un démocrate. Je suis même prêt à ce qu'il y ait un statut de l'opposition. Monsieur, par exemple, vous me connaissez. Non, parce que vous ne me connaissez peut-être pas. Je suis un démocrate. Je n'entends pas changer d'avis au gré des oukases ou de la véhémence parolière de Mme Etiki. Comprenez? Nous sommes là pour soutenir le Cameroun. Il sera debout, il est debout, il y a des défaillances, il faut que ces défaillances soient corrigées. Et c'est ensemble que nous allons développer le Cameroun. Voilà. Je ne sais pas si j'aurai encore une dernière parole. Oui. Okay. Ça fait 50 ans qu'on nous répète la même chanson. Ok, mais merci, monsieur Mao. Je vais peut-être commencer par là où monsieur TP a fini. Je suis d'avis avec lui que nous ne vivons pas quand même dans un régime totalitaire. Parce que si... Je ne sais pas sous Hitler, on parlait. Hein. Vous dites? Sous Hitler, on parlait. Hein. Oui, mais nous ne sommes pas sous Hitler. Ah non, c'est un régime totalitaire. Nous ne sommes pas sous Hitler ici. Parce que parler de régime totalitaire je fais une comparaison par quelqu'un qui a un PhD en sciences politiques. Mais oui, c'est en ça que je l'ai fait mon PhD en sciences politiques. La nature des régimes africains, le cas du Cameroun. Je ne demande pas votre thème, madame. Oui, monsieur. Tout simplement, je vous envoie ma thèse. Ce n'est pas une digression. C'est très excessif quand même de dire que nous vivons dans un régime totalitaire. Il n'y a pas de thèse non scientifique. Moi, je ne connais pas. Entre parenthèses. Bon, je suis en train de dire que, M. Mao, ce qui s'est passé au Burkina Faso peut nous laisser croire qu'un peut-être un printemps noir est en train de se dessiner. Parce que là, on est entré dans les conjectures. Est-ce que l'exemple du Burkina Faso va faire tache d'huile? Point d'interrogation. Est-ce que les Africains qui vivent encore sous la dictature, qui vivent dans des régimes où certains chefs d'État sont en train de vouloir changer la constitution, peuvent s'inspirer de l'exemple burkinabé pour pouvoir défendre leurs droits? Point d'interrogation. Mais moi, je pense que ce qu'il faut tout simplement saluer, c'est que ce qui s'est passé au Burkina Faso a des aspects très positifs. Parce que là, on a en face un peuple qui a décidé de prendre en main son destin, qui est en train de repousser la dictature et l'oppression. Et là, après la peur, c'est l'espoir. L'espoir et l'espérance pour la vulgarisation de la démocratie en Afrique. Puissent les hommes politiques, les acteurs de la société civile jouer leur partition afin que la population soit sensibilisée, encadrée pour le devenir positif de l'Afrique. Alors, puisque nous sommes dans les leçons qu'inspire le mouvement populaire qui a conduit à la déchéance de Blaise Compaoré, Anissa Ekane, et tout à l'heure, il y a un panéliste qui a convoqué justement la responsabilité des leaders, de ceux qui, des organisateurs de mouvements. Vous avez dénoncé l'attitude de l'armée. Vous avez dénoncé également l'attitude de l'administration camerounaise, du moins des pouvoirs publics. Est-ce qu'en même temps, vous, leader, pas vous, Anissa Ekane, est-ce que votre responsabilité également ne devrait pas être engagée? Comment est-ce que vous réagissez à ces observateurs qui pensent que la majorité des leaders sont tout simplement des jouisseurs? Ça me fait rigoler, grassement rigoler. Vous voyez, dans des pays démocratiques, l'encadrement des manifestations est fait par la police, qui a l'outillage pour cela.
des grenades lacrymogènes, des boucliers, etc. Quand on envoie l'armée, c'est pour tuer, parce que l'armée n'a que le fusil et des balles. Donc le fait même que dans nos pays, on arrive à faire descendre, à envoyer l'armée lorsqu'il y a des gens descendent dans la rue, pose déjà le problème de la nature de ces armées. Par le rôle qu'on leur assigne, d'aller face à une population qui manifeste son mécontentement avec des balles réelles, pas avec des boucliers, pas avec des grenades lacrymogènes, etc. Ça donne déjà une indication sur la nature de cette armée. Comme a dit Marie-Louise, il y a certainement des centaines, peut-être des dizaines d'officiers qui pensent que ce rôle qu'on leur assigne n'est pas un rôle d'une armée du peuple républicain. Mais la structure, la nature de nos armées fait en sorte que ce formatage empêche que cette expression d'une autre armée prenne corps dans nos pays. La première chose que je veux faire. Quant à la responsabilité des gens de l'opposition, vous savez, si l'opposition n'était pas faite des gens qui ne veulent pas que le sang jaillisse dans nos pays, il y aurait eu beaucoup plus de morts que ça. On nous a reproché, par exemple, de n'avoir pas été dans les manifestations de 2008. Mais ce n'étaient pas des manifestations dictées ou téléguidées par l'opposition. Par la suite, on a dit, mais le mouvement n'a pas été conduit par les hommes politiques. Comme il n'y a pas d'hommes politiques, vous avez vu ce que ça a donné. Parce que justement, la responsabilité des hommes politiques dans la manifestation est justement d'empêcher qu'elle ne déborde. Et si les pratiques de l'administration permettaient à ce que les manifestations déclarées, pas autorisées, déclarées par les partis politiques aient la possibilité d'avoir lieu, on n'aurait pas cette situation où il y a de la casse, où il y a des interpellations, des brutalités policières, etc. Donc nous sommes à la limite responsables pour deux. Responsables par rapport à notre peuple et responsables par rapport à ceux qui nous gouvernent, qui n'ont en réalité, contrairement à ce que dit M. Ntepé, ils ne sont pas sortis de la période du parti unique. Hein, parce qu'en réalité, ils considèrent que l'opposition, c'est des enjoliveurs. Bah, il faut présenter une façade démocratique. Alors, on permet de temps en temps que nous passions à la télévision, etc. De faire valoir. Oui. De faire valoir, tout à fait. Parce qu'ils ne sont pas sortis de l'ère et de la mentalité du parti unique. Mais lorsque ces mêmes responsables politiques demandent à une dizaine de Camerounais de se rassembler, même dans des domiciles privés, tout récemment encore, il y a eu une agression à un restaurant d'un responsable de l'opposition institutionnelle. Vous voyez, l'opposition institutionnelle, la police a débarqué. C'est vous qui la qualifiez ainsi. Mais elle est au Parlement. C'est son statut, le Parlement, elle est institutionnelle. Qu'en serait-il si un jour l'opposition non institutionnelle radicale et nous assumons alternative, qui a un projet de radical société. Vient de Racine. Oui, ouais, absolument. Qu'adviendra-t-il si par exemple demain, alors qu'on fête les 32 ans de longévité du pouvoir, Marie-Louise était qui au Tabela. Si par exemple, par extraordinaire, demain, nous déclarions une manifestation de soutien au peuple burkinabé, vous savez le sort qu'on réservera à cette manifestation. Sur la responsabilité des leaders. La responsabilité des leaders. Moi, je suis personnellement une femme qui a 67 ans. Donc, vous ne pouvez pas demander à une femme de 67 ans d'être plus responsable que je ne le suis, avec tout ce que j'ai écrit, avec le combat que nous avons mené. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que ce qui se passe au Burkina aujourd'hui, ça fait des années, ça fait au moins 17 ans que notre parti politique, nous avons même créé 11 partis qui ont fait partie d'un front des forces alternatives. Ça fait des années que nous demandons cette transition, que nous demandons la réconciliation nationale, que nous voulons cette assemblée des peuples camerounais en face de l'assemblée qui est... Vous restez dans la revendication du pouvoir non, politique. Mais attends, Maroc, le problème c'est que nous sensibilisons, nous formons notre peuple. Et le jour où ce peuple va décider de signer l'Indien, c'est-à-dire de dire aujourd'hui,
vous ne passez vous avez plus. dit non à la hausse, Ce jour-là, il ne faudra pas commencer à chercher et l'armée pour encadrer la manifestation et un leader, pas jouisseur, pour encadrer, parce que nous sommes des militants, des combattants, des gens qui sont convaincus, qui ont des convictions. Nous n'allons pas vivre deux fois. Voilà. Donc c'est tout à fait normal que, en même temps que nous combattons, nous montrons l'exemple à notre peuple de comment nous aurions souhaité que ce peuple vive. Du prix des carburants à la pompe. Mais bien sûr, il y a eu des manifestations, Mao. Il y a eu des manifestations. Et chaque fois qu'il y a des manifestations, elles sont interdites. Le RDPC appelle quelques chauffeurs de taxi et leur dit, bon, il n'y a pas de problème, on va augmenter. Mais moi, chaque fois que je prends un taxi, pas plus tard qu'il y a une semaine, j'étais à Yaoundé, le taximan me disait que, mais madame, il faut faire quelque chose. On n'en peut plus parce que plus personne n'arrive à payer même les taxis. Parce qu'ils répercutent le prix du pétrole sur les taxis. Et vous savez très bien que tous les pays africains qui ont du pétrole sont les peuples les plus pauvres de la terre parce que tout ce pétrole est pillé et exploité par les gens qui nous dirigent et ceux qui viennent d'ailleurs. Donc arrêtez de faire comme si vous n'êtes pas Camerounais, comme si vous ne savez pas ce qui se passe au Cameroun, comment les Camerounais vivent. Alors ça va aller, ça fait 50 ans que le RDPC nous ressort les mêmes discours, que demain il fera meilleur, on va s'améliorer, on va sortir du tunnel et chaque fois on vient nous dire ah mais peut-être qu'on n'y est pas encore tout à fait, attendez encore. Un jour le peuple camerounais va faire comme le peuple burkinabé, il va signer l'Indien. Voilà, vous gardez quand même espoir, c'est pour cela que vous continuez de combattre. Le RDPC a au moins un mérite et une qualité, il sait écouter et ne pas interrompre. Bon, ceci dit, nous savons séparer la bonne graine de l'ivraie. Madame Teki a dit tout à l'heure qu'elle a un parcours, elle a 67 ans. C'est un parcours qu'il faut respecter, parce que c'est important de respecter les parcours des gens. Hein. Je crois que le président Anissé me connaît un petit peu et je n'entends pas me départir de ses qualités. Un peu plus rapidement. Donc, je veux dire que il faudrait une fois de plus que les uns et les autres comprennent que la majorité et l'opposition, c'est un peu la même pièce, n'est-ce pas, les deux faces de la même monnaie. La majorité présidentielle et l'opposition. Hein. Donc, je pense qu'il faut sortir, pour que vous soyez suivis de plus en plus, il faut sortir de ce schéma de la critique systématique pour essayer de voir. Vous voyez, vous avez mis sur la table tout à l'heure le point de responsabilité. Tous les deux se sont mis à se justifier. Oh, l'humilité aurait peut-être donné. Nous avons compris, on n'a plus acte. Ceci dit, je vais chuter puisque c'est la fin. Je vais terminer par un conseil que je donnerai au président Kinanissé et Kanen notamment, et ça vient de Confucius qui disait que, et je le cite, si le sage ne peut éternellement prolonger la vie, il doit nécessairement en améliorer les conditions. Merci Georges Tepemanga, merci Marie-Louise Etekio Tabla, merci Anissé et Kanen, docteur Mamoudou, merci d'avoir participé à ce débat. Nous sommes arrivés au thème de cette émission, madame, monsieur, merci de nous avoir suivis, restez connectés sur les programmes d'Equinox Télévision. Je vous retrouve mercredi lorsqu'il sera 20h45. Au revoir.